Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition du journal. Une réunion du conseil scientifique élargi s'est tenue ce jeudi dans la salle de visioconférence de l'université William Booth entre le comité de gestion et tout le corps professoral de cet alma mater. L'objectif de cette journée était de mettre à la disposition des enseignants la formation pour l'utilisation du campus numérique en vue de tenir les enseignements à distance. Elle était pleine, la salle de vidéoconférence de l'université William Booth, qui a servi de cadre pour le conseil scientifique élargi entre le comité de gestion, le professeur, le chef des travaux et les assistants, en partenariat avec la fondation eConnect. Cette journée avait pour but d'assurer la formation des enseignants pour l'utilisation des campus numériques. À cette occasion, le recteur de l'université William Booth, M. Roger Bimola-Mampouya, a émis le vœu de voir tous les professeurs de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la formation des étudiants. Le plus encore, dans un monde en concurrence, il y a la présence des enseignants. Alors là, je nous regarde. Cette année, le comité de gestion voudrait insister sur la présence des professeurs pour dispenser leurs cours, s'il vous plaît. Monsieur Arnold Even, président de la fondation eConnect, a présenté les projets et procédé à un exercice des enseignements à distance en connectant les téléphones de quelques participants au programme eConnect. Il a évoqué le choix de l'installation de cet outil de la nouvelle technologie de l'information et de la communication à William Booth par rapport à une bonne base et à l'esprit chrétien qui existe. Oh wow, c'est une très bonne question. William Booth est d'abord des bases chrétiennes et son fondateur est américain, donc de là où je viens. Et sur ces bases-là, de notre relation avec monsieur le recteur, il est venu de l'Europe. C'est quelqu'un qui a vraiment le souci d'innover et puis de faire avancer les choses. La première fois quand on a échangé, donc je trouvais qu'ensemble on peut faire mieux pour faire avancer les choses dans ces pays et surtout dans ces continents. Voilà quoi. Donc, sans ces mariages-là d'idées, on ne peut pas avoir ce qu'on a pu voir aujourd'hui, amener l'université plus loin. Donc, oh yes, exactly. Parce que, en fait, aujourd'hui, à William Booth, un professeur vient de faire un témoignage tout à l'heure là, qu'il a trouvé ses ouvrages qu'il avait publiés dans une autre université. Donc, les étudiants d'ici auront des diplômes selon certaines filières, les diplômes qui seront discernés par d'autres universités des États-Unis pour dire l'université William Booth entre dans une nouvelle ère où elle est reconnue dans le monde entier comme l'une des grandes universités, non pas seulement de la RDC, de l'Afrique et du monde aussi. Parce que on dit, dis-moi qui est ton ami, l'ami de ton ami et l'ami de mon ami est mon ami. Donc, dis-moi qui tu visites, je te dirai qui tu es. C'est dans une ambiance familiale qu'un cocktail était mis à la disposition des invités à la fin de cette journée. L'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, trouve que le projet pilote Tshilendulu, lancé le 17 mars par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, viole la loi des finances qui exige que tout programme hors cadre budgétaire ait l'autorisation préalable du Parlement, et ce, dans le cadre d'un collectif budgétaire. Suivez. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 1er avril, l'ODEP relève des violations de procédure dans le lancement du projet Tshilendulu et le qualifie d'un programme extra-budgétaire. Cette ONG accuse également le directeur de cabinet du président de la République et l'inspection générale des finances, IGF en sigle, de vouloir surpasser le rôle réservé aux contrôleurs budgétaires. Rappelant que c'est dans l'objectif de désengorger les grandes artères de Kinshasa que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a lancé mercredi 17 mars les travaux de modernisation et de réhabilitation des voiries urbaines. Ce projet pilote dénommé Tshilendulu a été lancé sur l'avenue Terre Jaune dans la commune de Lanzele. Il consiste à réhabiliter et à moderniser un réseau de 40 km de voiries dans la ville de Kinshasa en raison de 10 km pour chacun des 4 districts urbains. Ce projet est le résultat d'un partenariat public-privé. Tshilendulu concerne aussi, dans sa première phase, l'espace Grand Kassai avec la réhabilitation d'un réseau de 102 km de voiries répartis dans les 4 villes de Mbuji-Mayi, Kananga, Kabinda, Mweneditu, Lusambo et Timkapa.
Un montage financier de 138 millions de dollars américains a été réalisé avec le concours de la banque UBA pour couvrir le coût des travaux d'asphaltage et d'éclairage public. Outre le projet Tilenjulu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a également lancé le projet Modern Construction à la 7e rue Limité qui sera exécuté par l'Office de voirie et drainage pour la réhabilitation d'un réseau de 13 km dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la province de la Chuapa, Pancras Boango, lance un appel pour une assistance d'urgence aux victimes des affrontements meurtriers qui ont opposé en janvier des membres des communautés bantoues et pygmées dans le territoire de Monkoko. Suivez. Dans un entretien accordé mercredi 31 mars à Radio Kapi, Pancras Boango révèle que ces affrontements ont fait 13 morts. À l'en croire, de nombreuses personnes s'y sont réfugiées dans la forêt où elles vivent dans la précarité. Les enfants ne vont plus à l'école, 60 morts et 1 millier de maisons incendiées. L'ONG Solidarité pour les pauvres, SOPA en sigle, basée à Boende et qui a enquêté sur ces incendies intercommunautaires à Monkoto, avance un bilan plus lourd. L'organisation parle de 62 morts et de 1215 habitations. 7 écoles, 7 églises et 3 centres de santé ont également été détruits. Depuis 2 mois, affirme Bruno Mbouya, chef du bureau de la SOPA, ces populations sont toujours réfugiées dans la forêt et vivent dans la précarité totale. En attendant l'aide, l'autorité provinciale a apprécié la mission d'interposition que mènent des militaires de l'armée congolaise entre les communautés afin d'éviter une nouvelle escalade. Les femmes de 3 confessions religieuses, entre autres l'Armée du Salut, celle des catholiques et protestantes, ont clôturé le mois de la femme ce mercredi au poste de Makala 2 en présence du bureau territorial de la femme représenté par la major Edith Dibantsa. Suivez ce reportage signé par Blanqui Baoula. Elles étaient nombreuses à cette réunion dans la salle du poste de Makala 2 de l'armée du Salut. Les femmes des 3 confessions religieuses, entre autres l'armée du Salut, l'église catholique et les protestantes pour clôturer en beauté le mois dédié à la femme. Le bureau territorial des femmes de l'armée du Salut était présente dans cette manifestation représenté par la major Edith Dibantsa. Exposé, prière et un message biblique étaient au rendez-vous. À la fin de la manifestation, la capitaine Gertrude Ndonda, vice-présidente de la commission écuménique de cette juridiction, s'est exprimée. Comment résoudre des conflits conjugaux. Maman ba mizu à place na bango ya bo mama batika ba bokulu ba mokulu batika ba désordre ba foyer na bango baluka kimia pe kolona kimia yango kati na Yesu Masia yango ndezali final pour na biso ba mama yango pinezalaki clôture ngi ko monisa ba mama lolenge nini ya kotika ba mitumba koluka kimia renier na kati na ba foyer na kati na ba quartier. Joyeuses de cette manifestation, les mamans y ont participé ont tenu à s'exprimer. Notons que la femme a une place plus importante pour l'avancement. Entre les réformes de la loi électorale et l'installation des nouveaux animateurs à la tête de la CENI pour les élections de 2023, les religieux et les politiques s'empoignent. Suivez cet élément signé Trésor Bougitou et Pascal Moukouna. C'est depuis pratiquement 2 semaines après qu'on ait lancé les dépôts de candidatures auprès des confessions religieuses, de nouveaux animateurs de la CENI, que les opinions divergent au sein de la classe politique congolaise. Les religieux qui ont redouté les choix de Ronsard Malunda jadis ont voté à l'unanimité au sein de la CIMI, faute de réformes devant procéder à la mise en place de nouveaux animateurs à la tête de la centrale électorale, navigue maintenant à contresens. Du côté de l'UDPS, parti cher au président de la République, on prône les recensements obligatoires avant les élections, un point de vue qui ne partage pas certains ténors de l'Union sacrée de la nation, à l'instar de Modeste Batilou Kobo, président du Sénat et président de l'AFDCA, qui au cours d'une interview accordée au magazine Jeune Afrique a fait savoir que cette option n'est pas valable.
Même constat observé au sein de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Certains députés ont plaidé pour que la proposition de réforme de la loi électorale ne soit pas restée une lettre morte. La société civile, dans sa diversité, et certains caucus groupes continuent à réfléchir sur la possibilité d'organiser les élections prochaines, et cela dans les délais constitutionnels. La Cour pénale internationale a confirmé ce mercredi l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, condamné pour les crimes contre l'humanité liés aux violences post-électorales de 2010 à 2011. Suivez. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé hier l'acquittement de l'ancien président ivoirien des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre décembre 2020 et avril 2021 en Côte d'Ivoire, dont il était accusé. Le ministère public a à l'origine de l'appel sur lequel le CPI a statué mercredi, avançant que le juge de première instance avait commis une erreur en considérant en 2019 que l'accusation n'avait pas apporté le preuve de la culpabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils avaient été accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment meurtre, viol et persécution au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011, lorsque Gbagbo avait refusé d'accepter sa défaite face à son rival Alassane Ouattara, l'actuel président. Il faut noter que Laurent Gbagbo est le premier ancien chef de l'État africain à avoir été jugé par la CPI. Après l'élimination des Léopards des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021, quelle est la suite pour la Fédération congolaise de football FECOFA pour le dossier des joueurs binationaux qui depuis lors attendent leur intégration dans la team senior? Tentative de réponse avec Joe Kayembe. Présents aux quatre coins du vieux continent, leur apport serait bénéfique à cette nouvelle ère en alchimie avec les locaux. S'ils ont grandi en Europe, beaucoup de ces jeunes sont dotés d'une fierté liée à leur ascendance congolaise qui ne demande qu'à être matérialisée par une sélection leur offrant des garanties de sérieux et du professionnalisme. Parmi eux, certains privilégieront l'aspect sportif et opteront pour le pays dans lequel ils ont grandi. Mais à l'instar de Silas Wamangituka, Aaron Wan-Bissaka et tant d'autres. Tandis que certains choisiront de représenter la patrie de leurs ancêtres, bien qu'ayant porté les maillots d'une autre sélection en espoir, ils pourraient tenter d'apporter leur pierre à l'édifice du vaste chantier qu'est le football congolais. Dans une lettre récemment adressée au président sortant de la Fédération congolaise du football, Constant Omari Selemani, qui sur la demande du sélectionneur congolais Christian Sengibiembe de bien pouvoir régler la situation, faisant la déficience sur l'arrivée et la finalisation des dossiers de ces pépites qui font le bonheur du football congolais en Europe et partout ailleurs. Compte tenu de l'élimination des Léopards de la prochaine CAN, un remaniement s'impose au sein de la sélection pour pouvoir donner aux amoureux du ballon rond congolais un espoir pour les prochaines échéances des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'ambiance du football continue dans les stades africains après les éliminatoires de la CAN 2021. Place à présent aux interclubs de la CAF où les clubs congolais sont attendus pour ce vendredi. Le tout-puissant Mazembe sera reçu par Bebizad d'Algérie ce vendredi 2 avril à 19h, tandis que l'ASV Club va se confronter avec Simba de la Tanzanie le samedi 3 avril sous les coups de 13h. C'est par cette brève que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.